Bon, évidemment, c'est compliqué pour moi de commencer la vidéo autrement que par dire que je suis triste. Ce dimanche 28 novembre, on a appris le décès de Virgil Abloh via un post Instagram sur son compte. Et comme tout le monde, j'avoue que j'étais un peu surpris. Quand j'étais jeune, j'ai souvent entendu mes parents dire qu'ils se souvenaient précisément du moment où ils ont appris le décès d'une personne qu'ils aimaient bien. Que ce soit un artiste, un athlète, un chanteur, n'importe quoi. J'ai jamais vraiment prêté trop attention à ça. Mais j'avoue qu'avec Virgil Abloh, c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là. Et du coup, je me voyais pas ne pas lui rendre hommage à travers une vidéo. Alors c'est vrai que avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, les produits qu'il a créés, les collaborations qu'il a faites, les covers d'albums qu'il a designés, en quelque sorte, il est immortel. Mais c'était important pour moi de revenir sur sa vie en général, qui il était, pourquoi il était aussi important, quels étaient ses plus grands accomplissements, parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui me suivent pour s'initier à ce délire-là, à la mode, au streetwear, même à la sneakers plus globalement. Et peut-être que ces personnes-là savent qui il est via ses collaborations avec Nike, via ce qu'il a fait avec Off-White, mais Virgil Abloh allait encore plus loin que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, je vais vous parler de lui, un peu de sa carrière, de sa vie perso en général, et après on va revenir sur 3 projets qui personnellement m'ont marqué. Alors je dis projets, mais c'est aussi des choses assez subtiles qui moi m'ont marqué dans ma manière de taffer, qui m'ont beaucoup inspiré. Donc avant de revenir sur ça, parlons un peu de Virgil Abloh, qui il était, quel projet il a mené, et surtout comment il a fait pour partir vraiment de rien et devenir la personne qu'il est devenu. Virgil Abloh naît le 30 septembre 1980 à Rockford dans l'Illinois. D'origine ghanéenne, il a grandi dans la banlieue de Chicago. Dès son plus jeune âge, un des traits les plus marqués de sa personnalité était sa curiosité. Il s'intéressait à tout. Hip-hop, skate, rock, DJing et plus tard il se passionne aussi de mode et de design. On raconte que quand il était jeune, il aimait dessiner ses propres modèles de sneakers et les envoyer par courrier chez Nike. 2002, l'année de ses 22 ans, est une année super importante pour lui. Déjà, il obtient son diplôme d'ingénieur en génie civil à l'université du Wisconsin. Et surtout, il rencontre Kanye West, une des personnes les plus influentes dans sa vie, avec qui il va énormément travailler toute sa carrière et qui va lui faire mettre un pied dans le monde dans lequel il évoluera pendant les presque 20 prochaines années de sa vie. En 2006, il obtient sa maîtrise en architecture, ce qui représentait pour Virgil le moyen final qui lui permettrait de designer toutes sortes de produits. Il a notamment dit « Je voulais pouvoir construire un gratte-ciel car si tu sais construire le plus gros bâtiment possible, tu sais aussi construire une cuillère. » Un moyen pour dire que quand tu arrives à faire de grandes choses, le champ des possibles est infini. Concernant sa vie perso, il se lance dans le DJing dès 1998, une passion qui l'animera tout le restant de sa vie, puisque jusqu'à encore quelques temps, il participait à beaucoup de festivals, Tomorrowland et Coachella en 2019, concerts de rap où il anime des premières parties, notamment celle de Travis Scott pour sa tournée Birds Eye en 2017. Il design des covers d'albums hyper importants qui marqueront leur passage dans l'histoire du rap, je pense notamment à Long Live ASAP et Jesus, qui sont des albums qui perso m'ont marqué de fou dans mon adolescence, et il réalise aussi les covers des masterclass de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy et Hello It and Heartbreak. Il fait la cover de Wizard de Kid Cudi, Love is Rage 2 de Lil Uzi Vert, ainsi que plein d'autres pochettes d'albums, avec la plus marquante pour lui, celle de Watch the Throne, album commun entre Kanye West et Jay-Z, dont son équipe créative sera nominée finaliste des Grammy Awards pour le titre de la meilleure cover de l'année. À côté de ça, il fonde aussi le collectif Bean Trail, un groupe de DJ issu du label créatif de Kanye West, Donda. Bon, tout ça c'est ce qu'il a fait dans la musique, et à côté de ça, il a eu un passage assez important dans la mode, ça je pense que je vous apprends rien. En 2009, il lance avec Kanye West et Don C la galerie RSVP qui fait référence à la phrase Répondez s'il vous plaît en français, un concept store assez avant-gardiste qui mélangeait streetwear et haute couture, où on pouvait notamment retrouver du Raf Simons ou encore Rick Owens. La même année, toujours avec Kanye West, il est engagé en tant que stagiaire en mode et design chez Fendi. Comme vous pouvez le voir, Kanye West a été hyper important dans l'évolution de Virgil Abloh, et c'est en 2012 qu'il le nomme consultant créatif pour son label Donda. Et c'est cette année-là que Virgil Abloh va lancer son premier projet perso dans la mode, Pyrex Vision. C'est une ligne de streetwear haute couture dans laquelle il récupérait des anciens stocks de vêtements de chez Ralph Lauren ou encore Champion, et il sérigraphiait son nom de marque Pyrex Vision avec le numéro 23 en hommage à Michael Jordan. Le projet a super bien marché et un an plus tard, il renomme Pyrex Vision en Off-White. Bon, vous connaissez la suite, Off-White devient une des marques les plus influentes de la mode en général, et la marque est nominée finaliste du prix LVMH en 2015. Imaginez l'accomplissement de fou pour le jeune Virgil Abloh qui aimait bien toucher à tout et qui commençait à s'intéresser à la mode. Et alors là, en 2017, il retourne tout avec 3 collaborations hyper importantes. La première, pour moi, la plus importante de toutes, la collection The Ten avec Nike, où il revisite 10 classiques de la marque pour les sortir selon sa vision. Il annonce une grosse collaboration avec le géant du meuble suédois Ikea. Et enfin, il réalise le clip de XO Tour Live de Lil Uzi Vert, qui a un son hyper important de cette année-là. Le clip est tourné dans le 10e arrondissement de Paris, une ville qui était très chère à Virgil Abloh. Il conclut tout ça en beauté en 2018, où il devient directeur artistique de Louis Vuitton Homme, avec des collections vraiment très lourdes et surtout un gros coup de jeune pour la marque de luxe française. Derrière lui, il laisse beaucoup de choses, mais une chose m'a marqué plus que les autres, le Virgil Abloh Free Game. Un
site internet où il développe une formation concrète sur comment fonder sa marque de vêtements quand on part de zéro. Quand on sait à quel point une formation de ce type coûte cher et inaccessible, c'est une manière incroyable de venir en aide à tous les jeunes créatifs. Absolument tout est expliqué. Comment nommer sa marque, comment utiliser la suite Adobe, comment trouver des bases à imprimer, comment shooter un lookbook, comment ouvrir un site internet et il t'explique même comment ajouter un produit sur Shopify. Bref, une formation pas à pas qui permet d'avoir accès gratuitement, et je mettrai l'accent là-dessus, gratuitement, à un savoir et une expérience comme on n'avait jamais vu avant. Virgil Abloh nous a malheureusement quitté ce dimanche 28 novembre des suites d'un cancer rare, laissant derrière lui un héritage incroyable, un impact marquant sur la culture et une inspiration indéniable sur les générations à venir. Et on peut le dire avec tout ce qu'il a accompli, merci Virgil Abloh. Bon, évidemment, vous vous en doutiez, comment parler des projets de Virgil Abloh qui m'ont le plus marqué sans parler de la collection Nike The 10. Sa collaboration du coup avec Nike, qui non seulement a retourné le sneakers game en 2017, bon, clairement ça a changé les règles de la sneakers, clairement. Il est arrivé en tant que designer, il a retravaillé une collection qui aujourd'hui fait partie des collaborations les plus importantes de ce marché-là. Mais encore plus loin que ça, c'est une collection qui a marqué la mode en général dans sa globalité, et ça c'est super important. Avant de revenir en détail sur cette collection-là, faut parler de son rapport à la sneakers. À la base, Virgil Abloh, c'est pas du tout un gars de la sneakers, tant dans le design que dans sa consommation. Il le dit dans sa conférence qu'il a fait à Harvard, je crois que c'était en 2007 ou 2018. Lui, à la base, il achète une paire de sneakers, il la flingue, il en rachète une autre, il la flingue, il en remplace par une autre, mais c'est pas du tout un gars qui va collectionner, qui même était hyper attentif à ce game là en général. Pourquoi il a voulu taffer sur cette collection? Déjà, lui, sa volonté ça a été de retravailler des basiques de la marque, reprendre des objets finalement maintenant assez simples, les déconstruire et les reconstruire selon sa vision. Mais si on regarde de plus près cette collection là, on voit qu'il a fait de la Jordan 1 Chicago sa pièce maîtresse, et ça c'est pas un hasard quand on sait que Virgil Abloh était un fan de Michael Jordan et que surtout la Jordan 1 Chicago représente sa ville d'origine. Donc à partir de ça, il a construit la collection The 10 en deux parties. On a eu la première partie qui était la partie Revealing avec la Jordan 1, la Air Max 90, la Vapor Max et aussi la Blazer qui ont été, alors pour certains des basiques, pour d'autres des nouvelles paires, on peut parler notamment de la Vapor Max, mais qui dans leur globalité ont été un peu retravaillées de la même manière. Et ensuite on a la partie Ghosting avec la Converse, la Zoomfly, la Air Force One Low, la Hyperdunk 2017 et la Air Max 97 qui dans l'ensemble ont aussi été travaillées de la même manière avec des matériaux un peu translucides. Si on regarde bien, on aperçoit assez rapidement et facilement qu'elles ont eu un peu tout le même traitement. Il y a pas longtemps, je me suis procuré ce livre là, Something's Off, donc du coup de l'édition Taschen, qui recense un peu tout le travail qu'a fait Virgil Abloh sur la collection The 10. Donc on a des samples, des paires qui ont été découpées, reconstruites. Il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est un livre que je vous conseille énormément. Et dedans, on a un paragraphe de Hiroshi Fujiwara, donc créateur de Fragment, qui dit deux choses super intéressantes à propos du taf de Virgil Abloh sur cette collection The 10. Le moment de la sortie de la collection The 10 est marqué par un alignement global des intérêts, peu importe les milieux d'où les gens venaient. Athlètes, mannequins, célébrités en général et aussi passionnés de sneakers, il a mis tout le monde d'accord avec des modèles qu'il a recréés avec les équipes de Nike. Il a aussi dit c'est intéressant la manière dont Virgil a réussi à briser les règles du design de toutes les paires auxquelles il a touché pour la collection The 10. Et moi je rejoins totalement Hiroshi Fujiwara sur ces propos là, et même à la base quand j'ai construit cette vidéo j'avais écrit à peu près la même chose. Ce que je trouve ouf c'est qu'il a réussi à susciter un engouement hyper global et général, peu importe les milieux d'où les gens venaient. La collection Nike The 10 a touché tellement de personnes, c'est assez ouf. Je pense que parmi les personnes qui me regardent, il y en a énormément qui ont découvert la sneakers à travers cette collection. En dehors de ça, même la sortie via l'application Sneakers a propulsé l'application comme incontournable de ce marché là. Et ce qui est assez fou c'est qu'à cette époque là, en 2017, on sort de 2 ans où globalement dans la sneakers Kanye West a tout retourné avec Yeezy chez Adidas, et lui il arrive en tant que designer et il prend un peu la popularité. C'est un peu sur lui que les yeux étaient tournés. Et ce qui est assez fou c'est que si on regarde en général, on a déjà eu des collections faites en collaboration avec des designers par Nike, mais jamais ça a été aussi important qu'un artiste comme Kanye West ou même plus tard un Travis Scott. En bref, il a su attirer toute l'attention et toute la hype même au passage à travers son travail, bien plus qu'à travers l'image qu'il avait, parce que Virgil Abloh avait déjà un grand nom dans la mode, mais c'était pas la personne aussi importante qu'il est devenu après. Là où par exemple avec un Kanye West chez Adidas ou un Travis Scott chez Nike, on peut se dire c'est la popularité de l'artiste qui a attiré l'œil sur le travail qui a été fait. Là vraiment c'est le travail de Virgil Abloh sur cette collection là qui a fait qu'il y a eu derrière tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça fou quand un artiste arrive à mettre tout le monde d'accord uniquement par son travail. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Personnellement j'ai vraiment aimé le taf de Virgil Abloh sur la collection The 10. Il y a aussi quelques modèles hors collection The 10 que j'ai vraiment bien kiffé. Je vais parler notamment de l'Air Max 90 Desert Or, alors qui est répertorié en The 10 mais pour
pour moi, ça fait pas vraiment partie de la collection The Ten. Pour moi, la collection The Ten, c'était les 10 premières. La Jordan 4 que évidemment j'ai adoré et que j'ai en ma possession. Les deux Jordan 5 aussi, j'ai vraiment bien aimé le taf fait dessus. Et j'ai adoré aussi la collection Nike Dunk The 50 qui a eu lieu cette année en 2021. Et encore une fois, il est arrivé avec un concept qui a plu ou déplu selon les personnes. Moi perso, j'avais bien kiffé. Et j'ai surtout aimé la manière innovante dont il a commercialisé les paires. Alors bien sûr, ça a été décidé en collaboration avec Nike, mais il arrive encore avec une chose innovante et redistribue un peu les cartes. Et je serais même pas étonné de voir que à partir de maintenant, il y a plein de marques qui adoptent ce principe de vendre une paire sans savoir ce qu'il y a vraiment dans la boîte. Pour ce qui est du deuxième projet qui m'a vraiment marqué chez Virgil Abloh, là on rentre dans un côté un peu plus personnel, c'est sa collaboration avec Ikea. Le 1er novembre 2019, Virgil Abloh sort une collaboration avec Ikea, collaboration dans laquelle il va retravailler des objets de maison et même des objets du quotidien. On parle de tables, de chaises, d'horloges, de sacs, de coussins, de tapis. Et il a même sorti une petite boîte à outils. Et si cette collection m'a vraiment marqué, c'est pour deux points bien précis. Alors déjà 2019, c'est l'année où personnellement je m'intéresse à la décoration et même plus globalement à l'architecture d'intérieur. Et je sais que la collection marquera donc la collaboration entre Virgil Abloh et Ikea. C'est pas cette collection qui a révolutionné l'architecture d'intérieur, qui a révolutionné la décoration dans son ensemble, mais c'est un peu ça qui m'y a initié. Et c'est un petit peu comme ma première paire de sneakers, qui est loin d'être ma paire préférée, c'est même loin d'être une de mes paires les plus belles, mais c'est un peu la paire qui m'a initié à ce délire là. Et du coup j'ai un rapport particulier à cette paire là. Et bah la collaboration Virgil Abloh Ikea, c'est ça qui m'a un peu initié à la décoration, à l'architecture d'intérieur, et surtout qui m'a fait prendre conscience de l'importance des choix des meubles dans une maison, même dans une pièce en général, que ce soit une chambre, n'importe quoi. Le choix des meubles, le choix de ce qu'on met dans une pièce, c'est super important, et c'est pour le coup ça qui m'a initié à comprendre tout ce délire là, à comprendre pourquoi tout ça était important. Ensuite, pour parler des produits eux-mêmes, et je trouve ça super fort et c'était son ambition de base, il a réussi à mettre en avant et en valeur des objets du quotidien qu'on va même pas calculer. Quand on est dans une maison, notre table, nos chaises, un sac, une horloge, on les utilise au quotidien, mais on va pas tous les jours poser nos yeux dessus de manière vraiment à les regarder, tu vois. C'est des objets qu'on utilise, mais ils sont presque invisibles au quotidien. Et il a réussi à retravailler ça de manière très simple pour les rendre un peu spéciaux et qu'on pose davantage les yeux dessus. Et moi, je trouve ça super fort, et encore une fois, je vais pouvoir faire un parallèle avec la mode en général. Personnellement, quand je vois quelqu'un qui s'habille super simplement, mais en même temps, j'arrive à observer le sens du détail, je trouve ça trop fort. Et bah, dans la décoration, c'est pareil. Quand une décoration est assez subtile, il n'y a pas 1 million de détails, mais on les note par-ci par-là, et grâce à ça, on met en valeur certains éléments d'une pièce. Bah, moi, je trouve ça trop fort. Et je vais aller encore plus loin. Ce qui est encore plus fort pour moi, c'est qu'il l'a fait avec la marque du peuple, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se trouver touché par cette collaboration avec Ikea. Parce qu'en vrai, Virgil Abloh, c'est un designer. Il aurait pu aller chez n'importe quelle marque luxueuse d'ameublement. Si on m'avait dit, il y a une collab entre Virgil Abloh et, je sais pas, Roche-Beaubois, je me serais dit, ah ouais, c'est lourd, mais je me serais pas senti touché par ça. Et on sait que peu importe qui on est, peu importe notre classe sociale, à peu près tout le monde va une fois dans sa vie chez Ikea. Je fais une généralité, mais vous avez compris où je veux en venir. Et le fait qu'il travaille des objets du quotidien dont clairement le magasin du peuple en termes d'ameublement, bah je trouve ça vraiment très fort et impactant, parce que tout le monde peut vraiment se projeter dans les meubles qu'il a créés, tant par la création, parce que c'est vraiment des objets qu'on a l'habitude de voir depuis des années dans un catalogue Ikea, et du coup en général dans un intérieur, mais surtout par le prix, parce que les prix étaient un peu chers pour du Ikea, mais restaient abordables. Et ça vraiment, je trouve ça excellent. Ensuite, pour ce troisième point concernant un projet qui m'a marqué chez Virgil Abloh, j'ai pas su départager deux trucs. Du coup, je vais vous parler des deux. Alors la première chose, c'est un détail, mais alors là, c'est purement du concret. J'ai acheté ce bouquin parce que je voulais voir un peu comment il avait taffé sur sa collaboration avec Nike. En ouvrant, j'ai trouvé des fiches techniques. Et la fiche technique, quand on sort des vêtements, quand on sort un produit en général, c'est hyper important parce que c'est la chose qui va traduire tes idées à l'usine de production. Et on peut parler de n'importe quoi. Moi, c'est des vêtements, ça peut être n'importe quoi. Dans n'importe quel objet qu'on produit en usine, il faut une fiche technique. Et moi, j'avais aucune base de fiche technique. Je savais même pas trop comment ça se faisait. J'en avais déjà construite, elles étaient horribles. Et j'ai feuilleté ce livre et je vais vous retrouver la page. Voilà, je suis tombé sur cette page. Je sais pas si vous la voyez bien à la caméra, du coup, je vous mets une photo à l'écran. Sur cette page-là, j'ai vu qu'en fait, sa fiche technique, elle était simple, clair et limpide. Il y a son objet. D'un côté, il classe par numéro les différents éléments importants de la paire. Donc on parle de matériaux, on parle de placement de détails. Et ensuite, il fait une classification par lettre du coloris de la paire. Et quand j'ai vu ça, c'est ouf en fait, mais j'ai juste scanné la page et je l'ai imprimé et je l'ai recopié. Je vous montrerai pas ce que j'ai fait parce que je peux pas vous montrer tout de suite ce que j'ai produit pour mes vêtements. Mais dans le concret, ça m'a inspiré et j'ai trouvé son taf trop simple, clair, net et précis. Et même en dehors de ça, j'ai lu la quasi-totalité de ce livre-là et j'ai aussi eu l'occasion de feuilleter son livre Figures of Speech, qui est un livre hyper intéressant qui reprend en globalité tout ce qu'il a taffé. Par exemple, il y a plein de détails au niveau de la marque Pastel, qui était une marque que Kanye West devait sortir, qu'il a jamais sorti. Et je l'ai feuilleté, en fait, je me suis rendu compte que Virgil Abloh, une de ses forces, c'est qu'il testait plein de trucs. Et moi, quand j'ai commencé à vouloir créer mes vêtements, et même en général dans mes vidéos sur YouTube, j'ai souvent eu peur de franchir certaines lignes, de tester certaines choses. Et en feuilletant les pages de ce livre-là, je me suis rendu compte qu'en fait, pour aller plus
plus loin, fallait que je teste des choses. Alors ça peut paraître très bateau comme ça, mais là je l'ai vu dans le concret. Et je me suis dit putain, si Virgil Abloh il a réussi à partir de rien, tester plein de choses et en arriver où il est, bah mec, te mets pas de barrière, teste plein de choses et vois où tu peux aller. Et du coup à partir de là, j'ai commencé à même acheter un iPad, dessiner des sapes, alors que moi je suis claqué au sol en dessin, et j'ai commencé à faire mes dessins sur un iPad, à dessiner des t-shirts, à placer des logos, etc. Et j'ai commencé à tester plein de trucs qui m'ont fait aller plus loin dans mon travail en général et même dans mon taf de recherche. Et je sais que sans avoir lu ces deux livres-là, sans avoir vu ces exemples-là de Virgil Abloh, j'aurais jamais fait ça. Et clairement, bah, dans ma manière de taffer, il m'a marqué et ça, je l'oublierai pas. Enfin, l'autre projet important, c'est ce qu'il a fait au niveau des covers pour Kanye West. Alors, il a travaillé des covers qui sont incroyables, mais en dehors de ça, j'ai vu un tweet de Mehdi Maizi il y a pas longtemps qui disait que ce qui était intéressant, c'est Kanye West, on voit jamais sa tête sur ses covers d'albums. Ça, déjà, c'est fort. Mais pour parler du taf de Virgil Abloh, ce qui est encore plus fort, c'est que sur toutes ses covers, non seulement il n'y a pas la tête de Kanye West, mais en plus de ça, il n'y a aucune représentation précise de Kanye West. Sur ses 3 premiers projets, on a Kanye West qui est représenté par le petit ourson, le Dropout Bear. Alors que Virgil Abloh a toujours fait le choix de ne pas le représenter et d'essayer de capter l'ambiance du projet et de le retranscrire d'une manière indirecte sans placer Kanye West, que ce soit lui ou une personnification de Kanye West. Et pour arriver à ce niveau-là, je pense que c'est très compliqué. Et ce genre de taf, c'est pas un taf hyper commun, soit dans le rap ou dans la musique en général. Et je trouve ça super fort de faire des covers d'albums qui vont marquer les époques sans même mettre une touche de personnification d'un artiste sur la cover. C'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais au global, ce que je pense de son taf sur les covers de Kanye West, c'est que il a réussi à artistiquement faire parler une cover sans pour autant utiliser que ce soit l'image ou la popularité même de l'artiste en question qui est quand même Kanye West. C'est pas personne. Et rien que pour ça, franchement, j'ai envie de dire chapeau, c'est incroyable. Ce qui est assez fou, c'est qu'il a réussi à marquer les gens sur le long terme. Il a marqué des gens sur plusieurs générations et aussi dans plusieurs domaines différents. On parle de design, de musique, même dans la mode en général. Tout ce qu'il a produit, toutes les personnes avec qui il a taffé, tout son travail en général, en partant de rien, pour tout ce qu'il a fait dans sa globalité, merci pour les travaux, merci pour l'inspiration. To me, you have to learn and then unlearn. It's just simply that. Like, everything that you learn is like you're just accruing somebody else's DNA too. You know, like they make something, but it's important for yours to be unique that you have to go back to what your raw emotion was. You know, that's why Pyrex was champion and sweatshirts, is because that's what I had in high school. That was my gym uniform. So that thing was called a team with no sport. And otherwise, I would have just been another kid making another streetwear brand with a random name that had no point of reference. It being personal to me made it something that resonated somewhere else. And I think it's important to foster that in different fields. You know, like if you're focused on being an architect, you know, in your work, I would love to see it reference the 17-year-old version of what you thought of as a house, as well as what you think of it is now. You know, I just feel like it removes arbitrariness with like, hey, draw a line and make it cool. Like, that's the root of it. Like, you know, that's why I love like forcing people to make things.